Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ces dernières semaines l'ont montré, la jeunesse s'engage de plus en plus dans les débats qui agitent notre société. La réforme des retraites, bien sûr, l'urgence climatique, évidemment, l'inflation sont autant de sujets qui les préoccupent. Mais alors, leur donne-t-on assez de place et de crédit pour s'exprimer? Eh bien, on posera la question à la vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Sophie Taillé-Polian, dans un instant. Deuxième partie d'émission, rencontre avec Stéphane Valentin. Il nous dira toute l'importance du jeu pour le développement de l'enfant. Enfin, dans sa chronique Croix de Neuf sur les réseaux, Brandon Warrett nous parlera de ces témoignages poignants de rescapés de la Shoah qui cumulent des millions de vues sur TikTok. Un rappel évidemment nécessaire, vous le verrez. Brandon qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est un geste qui a choqué l'éducation nationale cette semaine. Un professeur a brûlé les copies du baccalauréat de ses élèves. La scène s'est déroulée mardi au lycée professionnel Marie de Rennes dans le 17e arrondissement de Paris. Le jour de la rentrée scolaire pour la zone C, un professeur d'anglais contractuel a brûlé 63 copies devant l'établissement. Son objectif, alerter sur les défaillances de l'éducation nationale et dénoncer le faible niveau de ses élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a condamné ces agissements sur Twitter. Il assure que toutes les dispositions ont été prises pour que les élèves concernés ne soient pas pénalisés. Après sa garde à vue, le professeur a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer la profession d'enseignant et de paraître aux abords du lycée. Il devra répondre de son geste devant la justice. L'audience est déjà fixée au 27 octobre. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Une bonne nouvelle maintenant qui pourrait soulager le portefeuille des ménages et ça concerne la rentrée scolaire de nos enfants. Le gouvernement, satisfait du trimestre anti-inflation, veut demander aux distributeurs de le prolonger au moins jusqu'à la mi-septembre. Et ça pourrait concerner les fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. C'est en tout cas ce que souhaite la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire. Elle était hier l'invitée de nos confrères de RTL. Nous recevrons les distributeurs, les acteurs de la grande distribution qui se sont engagés dans le trimestre anti-inflation. Je leur proposerai d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants. Je rappelle que 3/4 des Français font leurs courses dans les supermarchés pour la rentrée scolaire. Et souvent au mois de fin juin, début juillet. Et ça s'étale aussi en août. Et ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus pour les fournitures scolaires. Cette proposition était au menu de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Bercy avec les patrons de la grande distribution en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les résultats des négociations sont attendus prochainement. Selon la Fédération nationale Famille de France, le coût des fournitures scolaires a connu une forte hausse de 4,25% pour la rentrée 2022. Des étudiants d'Albi sont révoltés. Ils ont déposé plainte contre leur école privée qui leur a vendu un faux diplôme. Les élèves d'une école supérieure privée occitane devaient fêter l'obtention de leur diplôme dans les prochaines semaines, un bachelor, l'équivalent d'un bac+3. Mais le diplôme a été délivré sans certification, donc sans aucune valeur. L'école, créée en 2018, a pourtant pignon sur rue et les élèves ont tous réglé les 4 500 € de frais de scolarisation annuels. Face à cette arnaque, les élèves ont porté plainte. Ils ont été rejoints par d'anciens salariés de l'école. Une enquête a été ouverte par la justice. Les étudiants, faute de pouvoir valider leur diplôme, ont lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour retrouver une école. Ils appellent à la solidarité. Délivrance de faux diplômes. Bonjour, nous sommes des élèves de l'école ESSO à Albi, dans le Tarn. Nous avons tous été victimes d'escroquerie, De fraude. de publicité mensongère, D'abus de confiance. De supercherie. On fait appel à la solidarité. Afin de nous aider à obtenir notre diplôme. Nous recherchons une école certifiée et reconnue pour les bachelors immobiliers et RDC. Partagez s'il vous plaît. Merci à tous. Avec 400 000 vues rien que sur TikTok, la vidéo a déjà fait bouger les lignes. Plusieurs écoles ont contacté les étudiants. Une première réponse avant celle de la justice. Le lycée Stanislas à Paris est visé par une enquête de l'éducation nationale après les accusations de sexisme et d'homophobie. Il se hisse chaque année sur la première marche du podium des meilleurs lycées de France avec 100% de réussite au baccalauréat et accueilli des élèves comme Charles de Gaulle, Christian Dior ou encore Martin Bouygues. Et pourtant, depuis juin dernier, l'établissement privé catholique Stanislas dans le 6e arrondissement de Paris est dans la tourmente depuis la révélation de témoignages par Mediapart qui font état
cas de dérive autoritaire, homophobe et sexiste au sein de l'établissement. Plusieurs mois après ces révélations, le ministère de l'Éducation nationale a saisi l'inspection générale. En plus des auditions d'élèves et d'enseignants qui sont actuellement en cours, un appel à témoignages sous couvert d'anonymat a été lancé par l'IGSR. Merci Brandon. La vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Sophie Taillé-Polian, est notre invitée dans le Grand JT. Bonjour Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT d'éducation. Faire en sorte qu'on y aille par choix, c'est le souhait d'Emmanuel Macron pour la voie professionnelle. Une des mesures phares de cette réforme, c'est que l'État va désormais rémunérer les élèves en stage, et ceux dès la 5e pour la voie générale évidemment. Vous avez signé une tribune où vous parlez d'instrumentalisation de l'enseignement professionnel. Pourquoi ? Écoutez, d'abord, en fait, je ne vois pas du tout en quoi, dans le plan qui est proposé, on propose aux jeunes d'aller au lycée professionnel par choix. En réalité, il n'y a rien, notamment au collège, sur la question de l'orientation pour mieux construire les parcours. Vous savez, quand on rencontre des élèves en lycée professionnel, ils vous disent tous la même chose. Et certains, je me souviens d'un d'entre eux qui a une formule et dit « Moi, j'ai vu le conseiller de désorientation ». Et donc, ils ont tous et toutes, ou très majoritairement, subi l'orientation non pas comme un choix, non pas comme la construction de leur projet, mais comme l'ayant subi. Donc, et là, aujourd'hui, on ne voit rien du tout dans le plan d'Emmanuel Macron pour changer finalement le lycée professionnel. Et ce n'est pas une indemnisation des stages qui va changer. On parle de l'avenir des jeunes, on ne parle pas de leur donner un peu d'argent de poche. Si je prends ces deux points précisément, pour l'orientation, c'est vrai que à la fois le ministre Pap Ndiaye et même son prédécesseur, le ministre Blanquer aussi, avait parlé justement de ce problème d'orientation des jeunes et voulait en faire aussi une réforme, ou en tout cas une amélioration. Aujourd'hui, on demande aussi aux professeurs qui sont à la fois enseignants de français, d'histoire géo, de maths, de faire l'orientation des élèves. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Y a-t-il une formation pour ça ? Moi, je crois qu'il y a des professionnels qui sont les conseillers d'orientation, psychologues, qui ont cette formation de psychologie aussi pour aider les jeunes à trouver leur voie. Mais aujourd'hui, ils sont en très petit nombre. Et finalement, leur temps de travail, il est très, 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 très majoritairement tourné vers les explications en collectif. Ils vont devant les classes et puis ils disent, voilà, il faut faire... Et alors, ce dont on aurait besoin, c'est un accompagnement. Puis on aurait besoin aussi, bien sûr, davantage de présence d'adultes auprès des élèves en difficulté pour les aider à être dans la réussite. Et ça, c'est autre chose que l'orientation. Mais ça, quand on est en réussite, on construit son orientation de manière bien plus simple. Quand on est en difficulté à l'école aujourd'hui, eh bien, finalement, c'est l'orientation subie qui est là. Et donc, on va au lycée professionnel sans l'avoir choisi. Et sans avoir choisi non plus souvent la filière dans laquelle on arrive. Donc je dirais qu'il y a toutes ces questions-là auxquelles aujourd'hui la réforme ne répond pas du tout. Et pour tous ceux qui, évidemment, tentent de réformer ce lycée professionnel, ceux qui sont sur le terrain, tentent justement d'enrayer ce problème et de faire en sorte que le lycée professionnel soit un choix réel et non pas subi, que ce ne soit pas les enfants qui soient soit de mauvais niveau, soit d'un milieu défavorisé qui y aillent. Et vous faites le constat, et je vous le dis, cette mesure institutionnalise le tri social comme une fatalité. Ben oui, parce qu'il n'y a rien pour changer. Et aujourd'hui, la situation, quand on regarde les chiffres, en termes de mixité sociale, en termes de mixité également, on trouve là la grande majorité des jeunes qui sont racisés en lycée professionnel. On en a un nombre bien plus important que dans les lycées généraux. On a donc un problème. On a une inégalité de fait qui s'est inscrite dans nos établissements scolaires. Comment fait-on pour rompre avec cela et pour que chacun, chacune, chaque enfant puisse construire son parcours en fonction de ses appétences, en fonction de ses compétences propres. Tout le monde a quelque chose à apporter à la société. Or là, ce que j'observe, c'est que malgré beaucoup de discours d'Emmanuel Macron contre les formes de destin, de naissance qui ne pourraient pas... Eh bien, il dit vouloir lutter contre cela, mais en réalité, il n'y a aucune mesure pour répondre à ce problème. Alors, une des mesures proposées, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est la rémunération des stages. Vous êtes contre ? Je ne suis pas contre qu'on rémunère les stages, mais je ne comprends pas pourquoi ce serait à l'État de gratifier les stagiaires. Ce serait à qui de le faire ? Aux entreprises, bien entendu. Et je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est plus d'abord de trouver des stages pour les jeunes en lycée professionnel. Il y a de nombreuses filières pour lesquelles il est très difficile, voire difficile de trouver des stages, soit parce qu'on ne trouve pas d'employeurs, soit aussi parce que les élèves sont très jeunes.
Mais si les employeurs doivent aussi en plus payer les stagiaires, ce sera encore plus difficile de trouver les stages, peut-être, non? Peut-être, mais en même temps, ça permettra aussi de se poser la question à quoi, qu'est-ce qu'on est là pour, enfin, qu'est-ce qu'on leur apprend. Il y a une valeur de leur présence, elle a une valeur pour eux, elle doit avoir une valeur pour l'entreprise. Ce qu'on observe donc, c'est des jeunes qui ne trouvent pas de stage, y compris parce qu'ils sont dans des filières où... Comment voulez-vous à l'hôpital accueillir un jeune garçon ou une jeune fille de 14 ou 15 ans qui va se retrouver face à une situation en EHPAD, une situation difficile à vivre avec des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de santé graves. Déjà, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi d'autres types de stages où les jeunes racontent qu'ils ont fait de la manutention et de la mise au rayon. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas été en situation de stage. Donc pour moi, le nœud du problème n'est pas d'indemniser ou pas. Le nœud du problème est de faire en sorte que chaque stage soit vraiment bénéfique pour les élèves et qu'on garantisse d'abord un milieu protégé, que donc les entreprises ou les établissements publics les accueillent dans de bonnes conditions et les moyens de les accueillir dans de bonnes conditions, et aussi qu'il y ait vraiment une mise en pratique de ce qu'ils ont appris et non pas à faire le travail qu'un intérimaire aurait fait à leur place si jamais ils n'avaient pas été là. Alors, que doit faire le gouvernement? Ça veut dire demander un rapport précis de stage aux entreprises sur ce qu'ils ont fait, sur les tâches à accomplir et à effectuer? Ça veut dire qu'il faut mieux travailler entre enseignants et stages et aider les jeunes à trouver D'accord, mais l'accord tripartite, puisqu'il y a le gouvernement... Oui, bien sûr. Quelle est la fonction dans ces cas-là du gouvernement et quelle demande à faire? Le gouvernement, c'est comme le boss des enseignants et des enseignantes et des chefs d'établissement. Donc déjà, il faut évidemment aider les enseignants et aider les élèves à trouver des stages. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il y a des mesures à prendre, et notamment pour faire en sorte de mobiliser dans les différents lycées professionnels le tissu économique autour. Et ça veut dire créer des liens humains entre les équipes enseignantes et les entreprises et ne pas envoyer des jeunes. Vous savez, moi j'ai eu retour d'une jeune femme qui avait participé à de la toilette mortuaire à 15 ans. Je ne sais pas si c'est bien pour la société. Enfin, je pense que c'est pas bien en fait d'envoyer des enfants si jeunes, parce que là c'est une enfant dans cette situation professionnelle. Qu'est-ce qui lui avait été dit par le... C'est le stage. Enfin, je veux dire, donc on devrait quand même se poser des questions sur envoyer des jeunes travailler ou être en situation de stage si tôt dans un certain nombre. Vous voyez, tout ça ne se fait sans aucune question. Donc moi, je pense que la gratification, c'est bien de donner une gratification, une indemnité aux jeunes qui font des stages. C'est tout à fait bien pour reconnaître la valeur de ce qu'ils apportent. Cela dit, il y a bien d'autres sujets qui se posent sur les stages et qui me semblent plus importants en termes éducatifs. En plus du groupe écologiste, vous faites partie du mouvement Génération.s, créé par Benoît Hamon en 2017. Lui parlait de revenu universel. À l'époque, il proposait 750 € pour tous, indépendamment de la situation, évidemment, sans contrepartie et surtout tout le temps de la vie. Est-ce que ça posait un problème à l'époque ou ça ne posait pas de problème? Et justement, ce revenu était une transposition de ce qu'on pourrait avoir pour les étudiants aujourd'hui? Alors, pour les étudiants aujourd'hui, il y a une nécessité, une urgence extrême. Pour la population, le revenu universel, c'est un projet extrêmement important, extrêmement fort, qui passe à... Finalement, qui représente une autre forme sociale, un autre projet social commun, de dire que chaque individu, parce qu'il est dans la société, on doit lui donner les moyens de vivre dignement. Mais évidemment, avec 750 €, on ne va pas très loin, et ce n'est pas du tout un projet qui va contre le travail. Bien entendu, parce que le travail, c'est aussi la place que chacun prend dans la société, le travail au sens d'une activité qui est socialement utile. Pour la jeunesse, c'est bien davantage une urgence parce qu'on n'a pas de revenu social tel que le RSA actuellement pour les personnes au-delà de 25 ans. Donc c'est pour ça que ça se pose encore plus, de manière beaucoup plus importante et plus urgente. Donc pour les adultes, à partir de 25 ans, adultes. Pour les gens plus de 25 ans, il y a le RSA. Bon, filet de sécurité est absolument ultime. Mais pour les jeunes, en dessous de 25 ans et à partir de 18 ans, alors qu'ils sont majeurs politiquement, ils peuvent voter, mais ils sont mineurs socialement. Ils ne peuvent pas avoir ce filet de sécurité. Donc nous avions proposé, notamment avec beaucoup d'associations, d'organisations de jeunes, d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans. Ça veut dire aussi, bien entendu, déployer beaucoup de politiques d'accompagnement pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie. Mais on a des jeunes qui sont en grande difficulté familiale, qui n'ont pas de logement. On a des jeunes qui sont à la dérive.
et qui n'arrivent pas à répondre à leurs besoins primaires, se nourrir, se loger, etc. Donc il faut... Beaucoup de jeunes, surtout depuis le Covid. Beaucoup de jeunes. Sans parler des étudiants qui, eux aussi, ont des difficultés. Donc oui, il nous semblait qu'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans était une absolue nécessité, tout à fait finançable par ailleurs par la solidarité nationale et notamment la solidarité intergénérationnelle. Vous avez été entendu par l'ensemble de l'Assemblée, justement, sur ce point-là? Écoutez, ça fait longtemps que je pose cette question et nous avions, il y a quelques années, au moment de la crise Covid, obtenu du gouvernement un engagement à ouvrir effectivement le RSA aux moins de 18 ans, aux moins de 25 ans. Ça s'est transformé en contrat engagement jeune, qui n'a rien à voir, et puis ça s'est arrêté là. Mais ils ont quand même essayé de proposer une solution, mais qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins. Et notamment parce que ce contrat d'engagement jeune n'est pas un droit, c'est un dispositif auquel on peut prétendre, mais encore faut-il trouver la structure qui va vous accompagner, qui va vous la donner, etc. etc. Le RSA, c'est un droit. On y a droit quand on remplit un certain nombre de critères, et ça permet d'éviter de sombrer, je dirais. Donc partout où on le met en place, notamment par exemple à Lyon, il y a une aide sociale supplémentaire pour la jeunesse, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait les jeunes, ils ne tombent pas dans la trappe à précarité et à éloignement social que peut constituer parfois le RSA, parce qu'ils sont jeunes, tout simplement. Donc ils ont cette volonté, cette énergie vitale de construire leur vie. Et en fait, ça permet de mettre le pied à l'étrier et hop, en avant vers les projets, et vers une belle vie qu'on se construit. À vous entendre, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que les jeunes ne sont pas du tout finalement écoutés ou entendus par le gouvernement, que ce gouvernement serait hors sol finalement par rapport à la réalité de ce que vivent nos jeunes, lycéens, étudiants et jeunes de manière générale. Sur le lycée professionnel, on l'a vu, donc absence totale de prise en compte de l'orientation, ce qui est à mon sens essentiel. Au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, les étudiants, une grande part des étudiants ont aujourd'hui des difficultés, on le voit, il y a des files alimentaires, les jeunes étudiants font la queue pour avoir des paniers alimentaires. Enfin, je veux dire quand même, il faut répondre à ce problème, c'est urgentissime. Et la ministre n'a pas été au rendez-vous. Emmanuel Macron est pour vous le seul responsable de cette situation? Non, bien sûr que non. La crise Covid, il y a mais aussi si vous voulez, quelle est la politique pour la jeunesse aujourd'hui de ce gouvernement? Il n'y a même plus vraiment de ministère de la jeunesse sans tutelle. C'est peut-être du ministère de la Défense. Le seul projet, c'est le SNU, Service National Universel. On voit les dérives et les problèmes de mise en œuvre, et puis c'est quand même un peu orienté. C'est une certaine manière de voir une jeunesse qu'il faudrait mettre au pas. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Parcoursup. Voilà, une réforme du lycée qui a été faite, une réforme du lycée pro aujourd'hui dont on parle, la réforme effectivement du collège. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Après, que vous ne suiviez pas, évidemment, ce n'est pas mon point, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées, notamment par le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Vous dénoncez clairement un coup politique avec cette réforme de la voie pro. Écoutez, en fait, on a attendu de ci, de là, depuis septembre, d'avoir des annonces qui sont intervenues finalement le jeudi dernier. Et effectivement, sur le papier, je discutais avec un collègue qui a travaillé qui est député également avec mon groupe écologiste et qui a été 20 ans enseignant en lycée professionnel. Oui. Et il disait des plans comme ça, j'en ai vu des tas en fait. C'est effectivement, on dit, on va faire des grandes choses, on va lutter contre le décrochage, etc., etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé en face en termes de moyens? On a, pour par exemple financer les mesures d'accompagnement scolaire des jeunes pour les aider en français et en maths, ce qui est très très bien, ce que le ministère appelle il compte sur les pactés, c'est-à-dire sur les enseignants qui seront d'accord pour faire des heures sup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que le gouvernement ne met pas de moyens pérennes. Ça veut dire que là, il débloque des heures, mais d'une année sur l'autre, parce qu'il y aura un changement de majorité, parce qu'il y aura un budget plus difficile à boucler, ils pourront être retirés. L'éducation, elle a besoin qu'on mette en place des moyens et des moyens supplémentaires dans la durée. C'est la raison pour laquelle ce financement au coup par coup, avec uniquement des heures supplémentaires pour les enseignants déjà là et qui le voudront bien, qui ont encore du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui font déjà beaucoup d'heures, eh bien ce n'est pas pérenne. Et donc on peut effectivement se poser des questions sur la capacité du gouvernement à enclencher des dynamiques positives de manière profonde. Je voudrais revenir quand même sur la politique jeunesse, parce que c'est loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a rien de fait. Mais si vous voulez, je pense que la jeunesse n'est pas au cœur. Quand on voit par exemple Parcoursup, oui. Parcoursup, c'est la gestion
d'un flux. Ce n'est pas un projet pour la jeunesse. C'est l'utilisation d'algorithmes pour dire on a tant de jeunes, on a tant de places, et comment on fait pour que ça matche. Mais jamais on ne prend véritablement la peine de construire le projet avec les jeunes. Par exemple, dans le projet initial de Parcoursup, il y avait ce qu'on appelait les WICI, c'est-à-dire qu'on mettait des heures en plus pour que les jeunes étudiants puissent avoir accès. Elles ont disparu dans les universités. On a parlé de mettre un professeur principal en plus pour aider à l'orientation. Ils n'ont jamais été présents parce qu'il n'y a personne pour le faire. Donc, on gère des flux et du budget bien plus qu'on offre des perspectives à notre jeunesse. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place du ministre Blanquer de l'époque ou du ministre Papandiaï aujourd'hui? Alors, sur l'école... Sur Parcoursup. Alors, sur Parcoursup, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur. Je pense qu'il faut d'abord garantir que les jeunes puissent avoir accès à la filière de leur choix, c'est-à-dire renoncer à la sélection à l'université, parce que au fond, Parcoursup est l'instrument de la mise en place de la sélection. Mais Parcoursup se prépare dès la 3e, puisque l'orientation, justement, se fait à ce moment-là. C'est bien le problème. Je ne sais pas, moi, à 14 ou 15 ans, on a quand même le droit de ne pas savoir ce qu'on a envie de faire de sa vie, non? À quel âge on peut savoir, justement? Vous avez su à quel âge vous vouliez faire la politique? Moi, ce n'est pas un métier. La politique, c'est un mandat confié par les citoyens, citoyennes de ma circonscription. J'ai fait beaucoup de culture, d'autres choses. Ce n'est pas mon métier. Mais à quel âge ça dépend. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent certainement très tôt savoir ce qu'ils ont envie de faire, et d'autres pour lesquels c'est un parcours qui se construit et pour lesquels il y a peut-être besoin justement d'accompagnement. Le but était de lutter justement contre les problèmes de mixité sociale que l'on rencontre aujourd'hui, de mixité scolaire, où les enfants finalement défavorisés continuent de faire un parcours toujours dans le même sens, alors que les enfants dits de familles favorisées continuent aussi d'aller toujours vers les mêmes études. Donc de pouvoir mélanger, Parcoursup était aussi fait pour ça. Est-ce que c'est une victoire aujourd'hui ou un échec? Je ne crois pas que Parcoursup était fait pour ça. Je ne crois pas. Il est vrai, dans Parcoursup, un volant de mixité sociale. En fait, on prend en compte est-ce qu'on est boursier ou pas. Et déjà, toutes les gens en difficulté ne sont pas boursiers ou boursières. Bien sûr. Et c'est le traitement par quota. Comment on fait pour faire en sorte qu'un jeune qui est issu d'une famille où ses parents n'ont pas fait d'études puisse se projeter quand même dans le fait de faire des études et pas se dire « non, mais moi, je vais faire des cours parce que c'est... » Vous voyez, ça, c'est des déterminismes sociaux contre lesquels on ne combat pas. Donc, ce n'est pas un algorithme qui peut régler ce genre de questions. C'est une politique très volontaire. Vous savez, le ministre doit faire des annonces aujourd'hui même, je crois, sur la mixité sociale dans les écoles, dans les collèges. Là, effectivement, il y aurait beaucoup à faire. Dans la ville ou dans les villes où je suis élue députée, je le vois, les parents s'interrogent beaucoup sur le fait de laisser, et des classes moyennes, de laisser leur enfant dans le collège d'à côté, dans le collège public. Ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir protéger leur enfant d'une dureté sociale en mettant leur enfant dans le privé. Comment on fait pour faire en sorte que finalement on aille dans le privé ou dans le public parce qu'on y voit un intérêt, mais pas pour fuir sur du positif, et que chacun qui ait envie de le faire puisse le faire. Aujourd'hui, c'est bien la barrière financière qui dit aux gens est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas le faire. Et ça, c'est quand même une difficulté majeure. Bien sûr. On disait que les jeunes se désintéressent de la politique. On a vu évidemment pendant le débat sur la réforme des retraites qu'il en était évidemment c'était tout l'inverse. Les jeunes sont non seulement engagés mais surtout politisés et peut-être, j'allais dire tant mieux, mais pardon, c'est un parti pris, mais est-ce qu'il s'agit pour vous d'un tournant en termes d'engagement réel, ou c'est ce que vous ressentiez déjà depuis très longtemps auprès des jeunes? Non, je crois qu'il y a effectivement un tournant. Alors, il y a plusieurs tournants, en fait. Il y a le tournant d'abord, je crois, de la prise de conscience climatique. Qui est à l'œuvre depuis quand même maintenant plusieurs années. Notamment, on pense à la jeune Greta Thunberg en Suède et qui a essaimé à travers le monde. Je crois que la jeunesse se mobilise pour trouver les réponses et pour exiger les actions contre le dérèglement climatique. Et puis, il y a un coup d'accélérateur nouveau parce qu'un mouvement social comme celui des retraites, ça politise la société. On rentre chez soi, on en parle avec ses parents, on sort dans la rue, on entend d'autres personnes en parler. Et évidemment, ça donne envie de participer. Moi, je souhaite que les jeunes participent le plus possible à la sphère citoyenne. D'ailleurs, il y a des collègues qui sont très jeunes, élus. Dans mon groupe, il y a une jeune femme de 26 ans qui est élue députée, et c'est normal et c'est bien.
Il faudrait que l'Assemblée nationale ressemble plus à la société. Dans la société, il y a des jeunes. Heureusement, oui. Alors, on leur reproche souvent d'être un peu trop radical, d'être un peu trop extrême. On pense, bien entendu, évidemment, au mouvement Dernière Rénovation, qui fait des actions coup de poing pour faire parler, effectivement, des enjeux climatiques. Quel est votre avis sur la question? Mais je crois qu'il y a nécessité, effectivement, d'un éveil des consciences. Vous pensez que ça va passer par là, par les chocs? Après, moi, je soutiens les actions, celles de Dernière Rénovation, par exemple, parce qu'elles sont totalement non violentes. Ce sont des actions qui visent à... je dirais à... Non violente parce qu'il n'y a pas de coup, mais c'est une violence psychologique, c'est une violence du quotidien qui freine la vie, il faut quand même l'admettre, la vie de beaucoup de Français. En tout cas, c'est la critique que l'on peut faire effectivement à ce mouvement-là. À quelle action faites-vous référence? Quand les franciliens se retrouvent bloqués pendant 2 heures sur une autoroute pour ne pas aller travailler, on peut comprendre que ce soit compliqué pour certains à vivre. Alors après, effectivement, c'est une action non violente dans le sens où il n'y a pas de choc, de coup et autres. Oui, et je pense que la violence, par exemple, quand on parle des autoroutes pernicieuses et permanentes, des problèmes de qualité de l'air qui fait des milliers de morts chaque année, et on ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle est bien plus importante. Donc voilà, oui, il faut éveiller les consciences. Mais on ne doit certainement pas, penser que ces actions peuvent résoudre quoi que ce soit. La seule chose qui peut résoudre, c'est l'action politique, et c'est effectivement le fait d'organiser les choses pour que l'écologie et les alliés de l'écologie soient crédibles pour gouverner. Parce que malgré tout, c'est pas en arrêtant une autoroute ou en badigeonnant de peinture les murs d'un immeuble qu'on change vraiment les choses. Mais ça aide à la prise de conscience. Lancer de la soupe à la tomate sur un Van Gogh, vous validez aussi? Alors ça, non. Par contre, ce qui a été fait sur, je crois que c'était Louis Vuitton, ou sur l'immeuble, bon. Mais c'est une œuvre d'art aussi, l'immeuble extérieur. C'est vrai, mais c'est quand même pas la même force symbolique. C'est vrai que moi, j'attire l'attention, et je l'ai dit déjà parce que la ministre de la Culture m'a interpellée là-dessus. Je pense qu'il faut surtout pas détourner la colère sur l'art. L'art et la culture peuvent être et sont des solutions pour l'émancipation humaine, et que ce n'est certainement pas vers ce type d'institution ou ce type d'œuvre qu'il faut faire tourner la colère. Après, encore une fois, moi, c'est la non-violence qui m'anime, et je pense que l'écologie, elle est empreinte de non-violence, mais que de toute manière, ce n'est pas ça qui résoudra les questions. Je pense que l'action politique, être élu partout, militer dans une association pour faire œuvre utile, malgré tout, restera la chose à faire de manière plus importante. Et j'appelle les jeunes à déborder les partis politiques, les grandes associations, pour pousser à l'action. Et l'action qui peut être vraiment efficace, c'est avant tout l'action politique. Dernière annonce faite, une enveloppe de 2 milliards d'euros pour la rénovation du bâti scolaire. Contente, heureuse, écoutez, c'est pas assez? C'est une absolue nécessité. Et dans les collectivités publiques aujourd'hui, dans les communes, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas assez de moyens pour rénover le bâti à la hauteur et à la vitesse à laquelle ça devrait être fait. Donc c'est évidemment absolument indispensable. Il faut aller beaucoup plus loin pour aider les collectivités à mettre en place des solutions immédiates et pérennes. On est dans des endroits, en plus, dans certaines villes de France, il y a eu le fameux rapport Paris à 50 degrés. Dans la ville où je vis, à Villejuif, on est vraiment à 3 km de Paris, donc c'est la même chose. Il faut rénover aussi pour garder la ville vivable. Voilà. Une rénovation énergétique des bâtis pour environ 10 000 écoles. Merci beaucoup, Sophie Taillé-Polian, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Grand JT. Merci infiniment. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse.
L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Stéphane Valentin. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, scénariste et docteur en psychologie, auteur également de plusieurs ouvrages. Avec vous, on va aborder une question cruciale, le jeu dans le développement de l'enfant. Et c'est justement le thème de votre dernier ouvrage, du jeu, J-E-U, au jeu, G-J-E. Moi-même, je me trompe. Ici, on comprend bien que, évidemment, le jeu chez l'enfant est essentiel au développement, à son propre développement, pour qu'il prenne conscience, finalement, de ce qu'il est, conscience de lui. Racontez-nous concrètement l'idée, en fait, le démarrage de ce bouquin. L'idée, justement, derrière ce livre est que les parents favorisent les situations de jeu avec leur enfant, que ce soit entre ses pairs, donc avec les autres enfants, mais aussi avec lui, pour aider l'enfant à se socialiser. Parce que dans le jeu, il y a des règles, comme dans la vie aussi, quand on vit à la maison, il y a des règles, comment se comporter. Et là, c'est pareil, un jeu est régi par des règles et il faut les suivre et ça donne une sécurité aux enfants, ils savent ce qu'ils doivent faire, comment respecter l'autre. Donc, en fait, on favorise le développement des compétences sociales qui sont l'écoute, la communication, le respect de l'autre, mais aussi aider l'enfant à se connaître lui-même. Dès le début de votre livre, vous dites finalement jouer n'est pas un loisir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Jouer, d'abord, c'est un travail. C'est un travail parce que justement, on entraîne les compétences sociales. En même temps, il ne faut pas oublier qu'actuellement, on voit le jeu avant tout dans le but de gagner quelque chose. Mais le gain, ce n'est pas forcément être le premier, mais être ensemble, se socialiser et jouer avec l'autre. Ça, finalement, le grand jeu. Et ça, c'est un travail. C'est un travail justement parce que quand on joue, on doit toujours faire attention à ces règles. Et c'est ça qui pose souvent problème aux petits qui, on le voit quand on joue avec les enfants de 3-4 ans, dès qu'ils sont en train de perdre, ils disent « Ah oui, mais aujourd'hui, il y a un changement de règles. Aujourd'hui, on fait comme ci ou cela, donc pour éviter que justement ils perdent. » Donc, c'est un travail aussi de supporter la frustration de perdre. Et la frustration aussi de gagner, car certains enfants n'arrivent pas forcément à gérer ces émotions-là. Oui, pour les deux, c'est quelque chose qui peut déstabiliser l'enfant dans son estime de soi. Est-ce que je vaux encore quelque chose si je perds? Mais aussi la pression de toujours vouloir gagner, être toujours le premier, ça met une grande pression sur l'enfant qui se fait souvent lui-même, mais aussi l'attente des parents qu'ils aiment bien avoir un enfant qui soit le premier, qui gagne. Et actuellement, on voit beaucoup d'entraîneurs dans le sport qui ont des problèmes avec certains parents qui sont au bord du terrain de foot, par exemple, et qui lui donnent des ordres à lui, justement, parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant soit échangé par un autre. Donc, on voit que le jeu, c'est aussi un travail pour les parents.
Et quels conseils justement donnez-vous aux parents qui n'aiment pas jouer, qui ont du mal à jouer avec l'enfant? Quand ils ont du mal à jouer avec l'enfant? Qui ont des difficultés, oui, pour jouer, parce que vous dites que c'est un travail, donc il y a cette difficulté. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour débuter notamment? Finalement, c'est toujours au début, on s'est dit, ah, l'enfant veut encore jouer avec moi, mais finalement, je dois faire quelque chose dans la cuisine, ou j'ai du travail à faire, etc. Donc, ce n'est pas toujours le moment opportun, mais finalement, quand on prend le temps de jouer avec l'enfant, très vite, on se détend. Et même après une journée de travail qui est très dure parfois, et on a envie de s'allonger sur le canapé et regarder la télé par exemple, quand on joue avec l'enfant, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ce stress émotionnel par l'activité du jeu. Donc pour les parents qui ont du mal, une fois quand on commence, vous allez voir qu'ils vont se prendre au jeu. Alors, c'est important souvent de créer des univers, en tout cas de créer vers l'imaginaire, des univers totalement soit déroutants, soit étonnants, soit subversifs pour les enfants, pour arriver à « on fait comme si ». Alors, on fait comme si on était dans un château, et moi je serais la princesse, et toi tu serais le prince, etc. Est-ce que c'est important de se mettre dans ces univers-là pour les enfants lorsqu'ils jouent, et comment vous analysez cela ? Ces jeux de rôle sont très importants parce que l'enfant peut jouer quelqu'un ou des personnages qui ne sont pas dans la vraie vie. Donc l'ère du jeu leur permet de prendre des risques dans un rôle qu'ils ne sont pas. Par exemple, un enfant qui veut jouer à Superman, il va très vite comprendre qu'il y a une limite à ses pouvoirs parce qu'il n'arrive pas à voler. Mais il peut par exemple aussi jouer une sorcière méchante, donc agresser quelqu'un, un partenaire de jeu, mais dans le jeu, donc qui n'a pas de conséquences pour la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, justement, de pouvoir jouer quelque chose qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire dans la vraie vie, donc voir quelles sont les autres émotions, quels sont les pouvoirs, quelles sont mes limites. Et ça, c'est une connaissance de l'enfant qui va l'aider à grandir et à mieux se connaître. Les enfants arrivent facilement à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire ? À partir d'un certain âge, surtout à partir de 5-6 ans, ils comprennent de mieux en mieux ce qui est la réalité et le jeu. Mais c'est vrai que pour les tout petits, par exemple de 3 à 4 ans, il y a certains enfants qui ont du mal parfois à faire la différence. Et on voit ça, par exemple, avec les rêves, où ils pensent que ce qu'ils rêvent, c'est la réalité. Donc, il y a vraiment pour eux une sorcière dans le lit ou un monstre dans le placard. Mais quand ils sont un peu plus grands, là, ils font bien la différence. Et pour autant, quand on analyse les rêves, souvent en psychologie, on sait qu'ils ont un impact sur forcément nos angoisses, nos émotions, nos frustrations. Est-ce qu'il faut parler avec nos enfants justement des rêves qu'ils font quand ils s'en souviennent ? Oui, alors un rêve est une réussite quand on ne s'en souvient pas, selon Freud. Mais les cauchemars, en général, on se souvient souvent, même nous en tant qu'adultes. Et souvent, on trouve la raison dans un événement de la vie, dans la vie quotidienne, dans la journée. Et par exemple, ça peut être aussi un film, ou par exemple, chez les tout petits, souvent c'est parce qu'ils ont par exemple ils ont peut-être eu des accès de colère avec leurs parents, avec des enfants à l'école, et donc ils ressentent une certaine culpabilité par rapport à cette agressivité vécue. Et ça revient dans la nuit en forme de cauchemar, donc en fait, en quelque sorte comme une punition de leur agressivité dans la journée. Mais quand un cauchemar revient souvent, que ce soit toujours le même thème, c'est important d'en parler avec lui. Et pour les enfants, quand ils sont petits, quand ils n'ont pas encore la possibilité de s'exprimer encore très bien, on leur demande de faire un dessin. Et comme ça, on arrive en tâtonnant un peu comme un détective de comprendre quelle est la source de ce cauchemar, et ça permet l'enfant justement à affronter le cauchemar ou la raison du cauchemar avec les parents. J'en reviens au titre de votre livre, paru aux éditions Psychopoche, du jeu, J-E-U, au jeu. Quel jeu pour accompagner le développement de votre enfant ? Est-ce que finalement un enfant qui va jouer davantage, qui va jouer de manière générale, va mieux se connaître qu'un enfant qui sera par exemple plongé dans ses livres ?
Ben, en fait, la lecture, c'est aussi quelque chose qui permet à l'enfant de se connaître parce que dans la lecture, trouve des copains. On voit ça par exemple avec Harry Potter où tout le monde a certainement été le copain de Harry Potter et les autres de ce groupe. Donc lire permet à l'enfant de voyager, de se connaître, de se mettre aussi la peau d'autres héros. Tout comme le jeu, ça permet dans ce travail de se connaître. On ne peut pas mettre les deux en concurrence. Tout ce qui fait l'enfant dans son loisir, c'est justement pour avancer, pour grandir, pour mieux se connaître aussi, surtout comprendre comment il va se comporter par rapport à l'autre. C'est ça qui est finalement important dans notre vie dans la communauté et qui pose malheureusement beaucoup de problèmes. On a du mal à vivre ensemble, à respecter l'autre, et ça on voit dans l'actualité où beaucoup de choses sont cassées et finalement on ne respecte plus l'autre dans ce qu'il est. Et quelle place accordez-vous aux nouvelles technologies, aux écrans pour le développement de l'enfant, pour son éducation ? Je pense qu'il y a certains atouts dans les écrans, mais à partir d'un certain âge. Personnellement, ça ce sont souvent aussi les médecins qui pensent qu'en moins de 3 ans, on devrait éviter d'exposer trop l'enfant à des écrans. Et il y a des recherches que justement des enfants qui sont hyperactifs, même des bébés qui crient beaucoup par exemple, quand on les éloigne pendant 6 semaines minimum de tous les écrans, ils s'apaisent beaucoup et il y a même des thérapies où on voit les enfants à la campagne ou dans la montagne où il n'y a pas d'écran et justement ça permet à se calmer. Et je pense qu'on peut utiliser les écrans aussi à l'école, mais dans ce cas-là, c'est bien quand les enfants sont à plusieurs devant l'écran, au lieu d'être seuls quand ils sont, par exemple, à la maison, quand ils jouent à la console de jeu. C'est quelque chose quand même, quand on est seul face à un écran, c'est pas une personne vivante, donc l'enfant ne peut pas grandir au niveau linguistique. Et en plus, quand il perd, personne ne peut le soulager, le consoler. C'est-à-dire... il y a juste marqué « Game Over » et après on recommence. Mais quand on joue un jeu de société avec des personnes vivantes, ils vont dire « Allez, c'est pas grave, tu vas gagner au prochain jeu ». Et ça, c'est important finalement pour les enfants d'être rassurés que finalement ils peuvent gagner aussi et justement aussi aider l'enfant à gérer la frustration et la perte. Ou face aux petits copains qui leur disent oh ben vraiment, définitivement, tu n'es pas bon et tu ne gagneras jamais à ce jeu. Parce qu'il y a aussi ça qui peut arriver, cher Stéphane, finalement. C'est ça la difficulté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans le Grand JT. Stéphane Valentin, je rappelle donc le titre de votre livre, Du jeu au jeu. Livre donc paru aux éditions Psychopoche, qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est à vous, cher Brandon, pour votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Cette semaine, Brandon, dans votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux, eh bien, vous nous parlez de ces survivants de la Shoah qui racontent leurs histoires sur un réseau social sur lequel ils n'ont pas l'habitude en général de témoigner, à savoir TikTok, une manière finalement de sensibiliser les plus jeunes. Oui, puis sensibiliser les jeunes, c'est crucial, surtout lorsque l'on voit encore aujourd'hui des scènes extrêmement choquantes. Rappelez-vous, c'était mi-avril, une jeune femme complètement inconsciente qui se croyait à la plage en train de se prélasser au soleil. Elle a osé se prendre en photo sur les rails de l'ancien camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Cette photo prise par un journaliste britannique a fait le tour du monde sur Twitter, a scandalisé des millions de personnes, 34 millions de vues et autant de personnes indignées. Et ces photos déplacées, il faut le dire Virginie, hein, elles ne sont pas nouvelles, il y en a tous les jours. Et à chaque fois, le mémorial d'Auschwitz doit faire de la prévention en rappelant les visiteurs à respecter les mémoires. En France, malheureusement, on a aussi ce genre de scène. Ça se passe dans le village martyr d'Oradour-sur-Glane, là où le 10 juin 1944, 643 personnes sont massacrées, fusillées dans les granges, hommes, femmes et enfants, et également dans l'église. On a notamment des jeunes, c'est surtout des jeunes d'ailleurs, qui font face à cette indécence, qui partagent des photos sur les réseaux sociaux. Ils ne se rendent véritablement pas compte que dans ce village martyr, des hommes, des femmes et des enfants ont été massacrés, parce que ce village, il faut le dire, c'est le seul village martyr en Europe dont les ruines ont été intégralement préservées. C'est là que des gens ont été tués, et ça, il faut le rappeler très justement.
Justement, pour parler aux jeunes sur TikTok, donc des témoins justement de la Shoah ont décidé de parler finalement, s'adresser aux jeunes sur TikTok. Oui, c'est une nouvelle grammaire mémorielle qui s'écrit en ligne depuis quelques semaines maintenant. Et cette mémoire, elle est devenue vraiment indispensable, il faut le dire, pour atteindre les jeunes, étant donné que les livres d'histoire, visiblement, ne font plus effet. La démarche prend vraiment une toute autre ampleur, surtout ces derniers mois, ces dernières semaines, dans un contexte de retour de l'antisémitisme et cette haine raciale sur les réseaux sociaux. Et ce sont les survivants des camps, malheureusement, qui, eux, l'ont compris en premier. C'est le cas de Lily Hébert, c'est une Hongroise de 99 ans. Elle vit à Londres et elle est aidée par son arrière-petit-fils. La survivante est une véritable star sur TikTok. Elle a 2 millions d'abonnés. Et malgré son âge, Lily Hébert n'a pas perdu sa mémoire, notamment lorsqu'elle raconte sa déportation à Auschwitz en 1944. Regardez. Quand nous sommes arrivés à Auschwitz, la première chose que l'on a faite, c'était de nous sélectionner. Ils m'ont séparée de ma mère, de mon petit frère et de ma sœur. J'ai été sélectionnée avec mes 2 autres sœurs pour travailler. Et ma mère, mon petit frère et une de mes sœurs ont été sélectionnés pour être emmenés directement au four crématoire. Des vidéos comme celle-ci, la survivante en publie chaque jour, Virginie, surtout depuis 2022, parce que ça paraît inimaginable, mais il y a quelques mois, Lily Hébert a subi un déferlement de haine lorsqu'elle a souhaité un bon Shabbat à ses abonnés. Elle a essuyé des horreurs, regardez notamment ce message, des horreurs antisémites, joyeux holocauste, de nombreuses accusations, notamment pour les combats dans la bande de Gaza avec ce conflit israélo-palestinien. Ces messages de haine, on pourrait croire qu'elle a arrêté de publier ces vidéos, et non, bien au contraire, elle en publie encore plus, une vidéo en moyenne par jour pour cette survivante. Elle témoigne et elle a affirmé sur les réseaux sociaux récemment: il ne faut pas oublier que c'est la haine qui a engendré le génocide et la guerre. Voilà où mène l'intolérance et la haine de l'autre. Lily Hébert, d'ailleurs, a reçu des mains du nouveau roi Charles III l'ordre de l'Empire britannique, cette prestigieuse récompense pour ses contributions apportées à l'enseignement de la Shoah, notamment sur les réseaux sociaux. Et y a-t-il d'autres survivants qui témoignent aussi sur TikTok? Oui, c'est le cas notamment de Tova Friedman, une américaine d'origine polonaise de 85 ans. Et la survivante a une manière bien à elle aussi de raconter son histoire, puisqu'elle répond uniquement aux questions posées par les internautes. Quand on regarde d'ailleurs les profils de ces internautes, ce sont tous des jeunes. Ils ont en moyenne entre 12 et 18 ans, donc ils sont concernés par le sujet, par ce devoir de mémoire. Et depuis qu'elle s'est lancée sur TikTok, cette femme, il y a un an, cumule déjà des millions de vues, donc c'est évidemment mérité. Thomas Friedman ne passe à côté d'aucun sujet, même les sujets les plus sensibles. 8 millions d'oreilles attentives pour écouter sa réponse lorsqu'on lui demande de montrer son numéro de matricule à son arrivée à Auschwitz en 1943. Regardez, c'est assez poignant. Très poignant. Je n'avais pas de prénom. Mon nom était A27 633. J'ai été tatouée par une jeune femme qui avait les mains tremblantes parce qu'elle n'était pas heureuse de tatouer des enfants. Et elle m'a expliqué comment en prendre soin après pour que ça n'enfle pas. Elle m'a donné un chiffon avec de l'eau froide et elle m'a dit de le presser délicatement et de ne pas le frotter. Et elle m'a dit: souviens-toi, c'est ton nom. Tu ferais mieux de le retenir. Et pour information, ces tatouages des déportés concernaient uniquement le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ils ont vu le jour à partir de 1942 avec le début de la solution finale et étaient forcément uniquement destinés aux déportés des camps qui n'iraient pas au four crématoire. Et il y a aussi des survivants qui témoignent, mais pour d'autres raisons, Brandon. Oui, effectivement, c'est le cas de Jidon Lev. Il a 88 ans. Il est né en République tchèque. Il vit aujourd'hui en Israël. Et sur TikTok, il cumule 440 000 abonnés et plus de 20 millions de vues. Mais c'est depuis la crise sanitaire que cet homme a décidé, avec l'aide de son petit-fils, de témoigner, en réaction notamment face aux différentes fausses informations sur la Shoah, comme ceux qui comparaient les restrictions sanitaires au port de l'étoile jaune. Et Jidon Lev n'a pas été déporté à Auschwitz, lui il a été déporté au camp de concentration de Theresienstadt. Et sur TikTok, l'homme présente aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sous forme d'éphéméride, avec toujours comme objectif la prévention. C'est le cas notamment il y a quelques jours, lundi 8 mai, à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Il y a 78 ans, le 8 mai 1945, l'armée russe m'a libéré du camp de concentration de Theresienstadt. Et aujourd'hui, nous luttons toujours contre la haine, le génocide, l'antisémitisme et bien d'autres choses encore. Continuons à nous battre jusqu'à ce que tout cela ait disparu de ce monde. Et cet homme fait le tour des établissements scolaires. Il était d'ailleurs en France cette semaine pour rencontrer les jeunes, notamment dans différents collèges parisiens. Aujourd'hui, le hashtag Holocauste réunit plus d'1 milliard de vues sur TikTok. Et pourtant, en 2022, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 16% des Français déclaraient n'avoir jamais entendu parler du génocide juif. Pire encore, outre-Atlantique, dans un récent sondage, octobre 2022, 63% des Américains affirmaient n'avoir jamais entendu parler de la Shoah, Virginie. Chiffre terrifiant. Merci beaucoup pour cette chronique, Brandon. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Louis Albi. Est-ce que donc il n'y a pas eu un moment où il y a eu un autre métier auquel tu as songé autre que chanteur? Non. Mais tu t'inscris quand même en fac de psycho? Ouais, totalement. Parce que je me dis que c'est beau de rêver, mais il y a des gens extrêmement talentueux qui ne réussissent pas dans la musique. C'est très injuste. C'est très, très injuste. Il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'ont pas la chance. Et ce n'est pas une question de talent, de volonté, etc. C'est vraiment... Et pourquoi la psycho, alors? Eh ben, parce que je pense que d'une certaine manière, je voulais aider les gens comme je n'avais pas été aidée. Donc j'avais déjà vu des psychologues. C'est vraiment pas un tabou pour moi. Et j'avais envie de pouvoir être là pour aider les autres et me sentir utile. Donc je m'étais dit que psychologue, ça pouvait être... Et au moment où tu es en fac de psycho, la musique, elle occupe quelle place dans ta vie, en parallèle, j'imagine? Ben, c'était un peu en manque. J'étais en manque de musique. Et c'est un moment un peu plus triste aussi parce que j'étais en appartement à Bordeaux pour la semaine, pour mes études du coup. Et parce que je ne suis pas dans ma campagne tout seul, je ne peux pas chanter comme j'ai envie. Et, et sortir du belting à foison. Donc je chantais pas, je m'interdisais de faire du bruit, etc. Et je sentais que ça me pesait en fait de pas chanter. Si je chante pas dans la journée, je m'éteins totalement. Tu chantais pas tous les jours? Non. Et ça me pesait énormément. En plus, je prenais plus de cours parce que j'étais plus chez moi. Et du coup, j'avais vraiment ce manque de musique et voilà, quoi, j'en avais besoin. Et du coup, à quel moment le casting de la Starac arrive? Alors, moi, je crois beaucoup aux signes de l'univers. Et le 3 mai 2022, jour de mon anniversaire, je vois la publicité, c'est l'ouverture des castings de la Star Academy. L'annonce comme quoi ils recherchent des gens pour la Starac. Et je vois la publicité à la télé. Je me lève, il y a ma mère qui était dans une autre pièce qui entend aussi le générique. On se retrouve au milieu de la pièce et on se regarde et on fait « on va le faire ». Ah, donc tu vois, Loulou, elle était toujours là quand même. Mais c'est quelque chose de très étonnant parce que on a toujours su l'un comme l'autre que j'ai déjà été contactée pour The Voice. Ah, t'avais déjà été contactée? Enfin, contactée, on m'avait déjà dit vas-y. J'étais déjà allée accompagner des gens à des castings, etc. On m'avait dit mais vas-y, et les casteurs m'avaient poussé un peu. Et j'avais toujours dit non parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Donc je me sentais incapable de le faire. Et là, pour que ma mère et moi on se dise on le fait, c'est quand même un moment assez magique. Tu vois, j'ai des frissons, alors qu'il fait très chaud. Comment tu te prépares pour participer à la Starac? Il se passe déjà combien de temps entre le moment où tu sais que tu vas le faire et le moment où l'aventure débute? Le moment où on le sait, c'est quelques semaines avant. Ouais. C'est très très court parce que les infos ne doivent pas fuiter. Surtout que là, c'était le retour de l'émission, donc il fallait vraiment que le casting reste secret jusqu'au dernier moment. Donc, il y a eu énormément d'étapes. Et pour ne pas regretter, en fait, j'ai tout appris tous les jours. J'apprenais. Je me mettais les chorégraphies, des chansons, à placer ma voix correctement. Toi. Ah, mais je sais pas comment expliquer. Hein. Ouais, je voulais que les choses soient bien. Si je l'ai fait bien. Et je l'ai fait à fond pour ne pas regretter. Donc, C'est l'excitation, le stress, qu'est-ce qui l'emporte comme sentiment? Beaucoup de peur. La peur? Parce que j'ai aussi, vu que j'ai pas beaucoup d'estime de moi, l'échec, je le vis très très mal.
Et du coup, je me disais, si tu réussis pas, j'avais peur que ce soit compliqué et que je le vive super mal. Donc je me disais, pour pas regretter, tu dois te donner à 1000% et travailler 20 fois plus que tout le monde. De toute façon, c'est ce qu'on a dit de votre promotion, que c'était une année très studieuse. Comment ça se passe justement au sein du château? Ben, ça se passe... moi, j'étais très bien dans le château. Franchement, le truc du château, c'est pourquoi? C'était sympa, on était nourris et tout. Non, franchement, c'était génial. Même l'ambiance était très bonne entre nous. Il y avait aussi le fait que... on était tous là les uns pour les autres à se soutenir, on s'aidait tous énormément. C'est une promotion solidaire, ouais. C'est ça. Mais la séparation avec ta famille? C'est d'un côté, en fait, ça s'est fait facilement parce que on savait que c'était pour le mieux, que c'était pour mon rêve et du coup, on l'a tous accepté. Mais il y a des jours où c'est compliqué. Des jours où c'est compliqué de se dire que les personnes que j'aime le plus, je ne peux pas les voir au quotidien. Tu ne peux pas les appeler en plus. Enfin, c'est réel cette minute par jour. C'est ça. Et du coup, moi, j'avais aussi le truc de me dire, je les appelle le moins possible parce que juste la minute, en fait, on a juste le temps de dire quelques mots. Et ça fait juste remonter la frustration de ne pas pouvoir leur parler plus. Donc, t'appelais qui? J'appelais une fois mes grands-parents. Et mes parents, je crois que j'ai dû les appeler 7 fois en 6 semaines. C'est tout? Ouais. Je donnais ma minute. Tu la prenais même pas? J'offrais ma minute aux autres. T'arrives à te discipliner, toi, quand même. Parce que je me disais... tu te protégeais. Ouais, si je les entendais trop, j'allais pleurer. Je pleurais assez dans l'aventure, je pense. Donc, je me disais, c'est bon, les crises de larmes, on les met sur le côté, on arrête. En fait, tu te connais déjà très bien. Ah, mais je sais très bien comment je fonctionne, donc... C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louis Albi, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox. Pour revoir les émissions, c'est évidemment le replay sur schooltv.com. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Elisa Bernardo. Au son, c'est Mathieu Sullivan. Laure Audemont au maquillage. Merci Brandon. Merci Virginie. Brandon Warret, de son nom de famille. Et bien sûr, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Bonne soirée à tous. Ciao.